Et si une seule phrase, prononcée dans la bonne langue au bon moment, pouvait faire s'effondrer un empire d'un demi-milliard d'euros dans un gratte-ciel étincelant de Manhattan, à l'intérieur d'une salle à manger privée où se concluent les marchés. Un titan de l'industrie, Dominique Sterling, est sur le point de conclure l'affaire de sa vie. Il fait glisser un document sur la table en acajou poli vers ses investisseurs japonais. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres. Il explique la dernière clause, une simple formalité. Mais juste au moment où le stylo est sur le point de toucher le papier, une voix discrète provenant du coin de la pièce tranche l'air. C'est la serveuse, une jeune femme simplement là pour verser de l'eau. Et dans un japonais parfait et fluide, elle prononce 5 mots qui vont déclencher une tempête. Ce n'est pas ce qui est écrit. L'air dans la salle à manger privée du compas doré, perché au 63e étage au-dessus des lumières tentaculaires de Manhattan, était épais de l'odeur de l'argent. Pas l'odeur fraîche et papier des billets neufs, mais l'arôme plus raréfié du pouvoir, un mélange de cuir vieilli, de parfums coûteux et de la subtile touche d'huile de truffe des amuse-gueules intactes. Anissa Martin connaissait bien cette odeur. Depuis 8 mois, elle était la toile de fond de sa vie, un rappel constant du monde qu'elle servait mais ne pourrait jamais toucher. Ce soir-là, l'air était pratiquement électrique. L'invité d'honneur était Dominique Sterling, le charismatique PDG d'Ouran Innovation, un homme dont le visage s'étalait sur les couvertures de magazines, salué comme un visionnaire apportant une énergie propre et durable au monde. Son sourire était une arme, sa poignée de main un contrat. Ce soir, il utilisait les deux à leur plein effet sur ses invités, un trio de dirigeants de la Tanaka Corporation, un conglomérat basé à Tokyo connu pour ses investissements prudents mais colossaux. À la tête de leur délégation se trouvait M. Kenji Tanaka, un homme approchant les 70 ans, au visage aussi serein qu'un jardin zen et aux yeux qui recelaient la perspicacité d'un faucon. Lui et ses 2 jeunes associés, M. Ito et M. Yamamoto, écoutaient attentivement tandis que Sterling, par l'intermédiaire de son interprète, peignait un tableau glorieux de l'avenir. Le projet Helios au Nevada. Ce n'est pas seulement une ferme solaire, messieurs. Sterling disait, sa voix un baryton suave qui commandait l'attention. C'est un changement de paradigme. Notre solution brevetée de stockage d'énergie va révolutionner le réseau. Votre investissement de 500 millions d'euros n'est pas seulement l'achat de parts. C'est la clé qui ouvre une industrie de 1000 milliards d'euros. Anissa se déplaçait silencieusement autour de la table, remplissant les verres d'eau avec une grâce pratiquée, presque invisible. Son uniforme, une simple robe noire avec un tablier blanc amidonné, était une cape d'anonymat. Pour ces hommes, elle faisait partie du mobilier, une fonctionnaire silencieuse. Ils ne savaient pas qu'elle avait passé 4 ans à l'université de Kyoto grâce à une bourse linguistique complète, qu'elle pouvait lire et écrire 3 formes d'écriture japonaise, qu'elle avait un jour rêvé de devenir interprète à l'ONU avant que l'effondrement financier de sa famille ne la ramène à la maison et dans cette vie de servitude. Elle écoutait d'une oreille tout en travaillant. L'interprète, un homme lisse dans un costume d'une taille trop petite, relayait le discours de Sterling dans un japonais formel, bien que légèrement rigide. Monsieur Tanaka hochait la tête, posant des questions pointues sur les ratios d'efficacité et les coûts de maintenance à long terme, que l'interprète traduisait à Sterling. Le plat principal est venu et reparti, des coquilles Saint-Jacques poêlées et du bœuf wagyu qui coûtait plus que le salaire hebdomadaire d'Anissa. Finalement, alors que le dessert était débarrassé, l'assistant personnel de Sterling, un jeune homme nerveux nommé Pierre, est entré et a placé un unique dossier relié en cuir devant son patron. Le point culminant. Messieurs, annonça Sterling, son sourire s'élargissant. L'accord final, tout ce dont nous avons discuté, toutes les projections, toutes les garanties solidifiées. Il ouvrit le dossier et le poussa vers M. Tanaka. Il est en anglais et en japonais. Bien sûr, nos équipes y travaillent depuis des semaines. M. Tanaka et ses collègues se penchèrent en avant, leur visage sérieux. Ils commencèrent à lire la version japonaise sur le côté droit de la page. Anissa débarrassait les dernières assiettes de dessert près de M. Yamamoto lorsque ses yeux tombèrent par inadvertance sur le document. Il était dense, rempli de kanji juridiques. Mais une clause particulière dans l'addendum final, section C, paragraphe 4, attira son attention. Sterling, toujours en showman, décida de narrer le final. Maintenant, la dernière clause là, la section C, est juste un transfert de responsabilité standard. Elle stipule qu'à la clôture de cet accord, Ouran assume tout le contrôle opérationnel et naturellement tous les profits générés par le projet Helios à partir de ce jour. Une formalité, vraiment. L'interprète relaya consciencieusement cela en japonais. La clause finale. La section C est un transfert de responsabilité standard. Elle indique naturellement qu'Ouran assumera tout le contrôle opérationnel. Mais Anissa venait de lire la clause. Son cœur commença à battre contre ses côtes, un tambour effréné dans la pièce silencieuse. Son esprit s'emballa,
relisant les caractères complexes, convaincue qu'elle devait se tromper. Elle ne se trompait pas. Monsieur Tanaka hocha lentement la tête, sa main se tendant vers le stylo plume orné posé à côté du dossier. Il semblait satisfait. C'était le moment. Le moment où un accord de 500 millions d'euros serait signé sur la base d'un mensonge. Anissa sentit une terreur glaciale l'envahir. Ce n'était pas ses affaires. Son travail consistait à verser de l'eau, débarrasser les assiettes et dire « bon appétit ». S'impliquer signifierait un suicide professionnel. Elle serait renvoyée sur le champ, mise sur liste noire de tous les établissements haut de gamme de la ville. Elle pourrait tout perdre, ce qui, pensa-t-elle avec un rire amer, n'était pas grand-chose. Mais ensuite, elle pensa à son père, un petit entrepreneur qui avait été ruiné par un homme exactement comme Sterling, un homme qui avait utilisé des contrats trompeurs et une langue bien pendue pour lui escroquer les économies de toute une vie. Le souvenir était un charbon ardent dans son ventre. Monsieur Tanaka décapuchonna le stylo. Le petit clic résonna dans la pièce silencieuse. La formation d'Anissa, ses instincts, sa peur, tout lui criait de rester silencieuse. Mais les mots se formaient déjà sur sa langue, se frayant un chemin. Elle fit un demi-pas en avant, ses jointures blanches là où elle agrippait le pichet d'eau vide. Sa voix était basse, mais elle trancha l'atmosphère chargée comme un rasoir. Elle parla dans un japonais formel et parfait. Sana. Les trois hommes japonais se figèrent. La main de Monsieur Tanaka tenant le stylo plana à un pouce du papier. Sterling et son interprète levèrent les yeux, confus par l'interruption. Le sourire de Sterling vacilla, remplacé par une lueur d'agacement. Qui était cette serveuse pour parler sans y être invitée? Monsieur Ito tourna lentement la tête pour la regarder, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il demanda en japonais, « Qu'avez-vous dit ?» Le cœur d'Anissa battait la chamade contre sa poitrine, mais sa voix était maintenant ferme, imprégnée d'une certitude qui la surprenait elle-même. Elle regarda directement Monsieur Tanaka, ignorant la tempête qui montait sur le visage de Dominique Sterling. « J'ai dit, » répéta-t-elle, son japonais impeccable, mes plus profondes excuses, Monsieur Tanaka. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Un silence. Pas le calme confortable d'un repas terminé, mais un silence cassant et suffocant qui s'étira en une éternité. Six paires d'yeux étaient fixés sur Anissa. Ceux de Sterling passaient de la confusion à une fureur froide et dure. Ceux de Monsieur Tanaka étaient plissés, non pas de colère, mais d'une curiosité intense et déconcertante. C'est Dominique Sterling qui rompit le charme. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» lança-t-il en regardant son interprète. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» L'interprète, pâle et troublé, balbutia. « Elle leur a parlé en japonais, monsieur, je ne... » Monsieur Tanaka les ignora complètement. Il garda son regard fixé sur Anissa. D'un ton calme et mesuré, il lui posa une question dans sa langue maternelle. « Anatani, Ormishitaka, qu'avez-vous lu ?» Avant qu'Anissa ne puisse répondre, Sterling frappa la paume de sa main à plat sur la table. Le claquement sec fit sursauter tout le monde. « Pierre, faites-la sortir d'ici. Maintenant. Je suis vraiment désolé, messieurs. Une employée mécontente. Nous avons la sécurité pour ça. » Pierre, le jeune assistant, se précipita, le visage un masque de panique. « Mademoiselle, vous devez venir avec moi. Tout de suite. » Mais Anissa tint bon. Toute la peur qui bouillonnait dans son estomac s'était maintenant cristallisée en une résolution froide et dure. Elle avait déjà sauté de la falaise. Autant voir où elle atterrirait. « Il est écrit, » dit Anissa, parlant toujours en japonais et pointant un doigt tremblant vers le document, « qu'à la signature, la Tanaka Corporation assume toutes les dettes et responsabilités impayées pour l'infrastructure du projet Helios, rétroactivement à sa création, et Courant Innovation est indemnisé contre toutes les défaillances structurelles ou financières préexistantes. » Elle marqua une pause, puis asséna le coup de grâce final. « Il vous transfère tous les risques, et aucune des garanties de profit mentionnées par Monsieur Sterling. » Une inspiration collective et aiguë vint de la délégation japonaise. Monsieur Yamamoto arracha le document et lut la clause à haute voix, sa voix tremblant de colère. C'était exactement comme Anissa l'avait dit. Le langage était dense, enveloppé dans des couches de jargon juridique, mais le sens était sans équivoque. Ce n'était pas un transfert de responsabilité. C'était une pilule empoisonnée. Le visage de Sterling s'était vidé de toute couleur. Il n'avait pas besoin de comprendre le japonais pour lire l'horreur et la fureur sur les visages de ses investisseurs. Il fixa Anissa, ses yeux promettant un monde de souffrance. « Vous êtes viré » siffla-t-il en anglais, sa voix basse et venimeuse. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » Monsieur Tanaka se leva lentement de sa chaise, son calme royal maintenant remplacé par un mépris glacial. Il croisa les mains dans son dos et lança à Dominique Sterling un regard qui aurait pu geler le feu. « Monsieur Sterling, dit-il, sa voix dangereusement douce.
Son interprète, maintenant en sueur, se dépêcha de traduire. Il semble que notre compréhension de ce partenariat ait été fondamentalement erronée. Nous retirons notre offre. Cette réunion est terminée. Sans un mot de plus, lui et ses collègues se tournèrent et se dirigèrent vers la porte, s'inclinant respectueusement devant Anissa en passant. C'était un geste de profond respect, un geste qui signait l'arrêt de mort social et financier de Dominique Sterling dans cette pièce. Au moment où la porte se referma, la façade de contrôle de Sterling vola en éclats. Il balaya la table avec son bras, envoyant les verres en cristal, les couverts en argent et le contrat d'1 demi-milliard d'euros s'écraser sur le sol. « Pierre, rugit-il, le visage violet de rage. Appelez la sécurité. Sortez-la de ma vue et appelez-moi Guillaume Dubois au téléphone. Maintenant. » Deux gardes de sécurité costauds se matérialisèrent et saisirent Anissa par les bras. Ils furent brutaux, leur prise meurtrissant sa peau. Alors qu'ils la traînaient hors de la pièce, ses yeux croisèrent ceux de Sterling une dernière fois. Le regard qu'il lui lança n'était pas seulement de la colère. C'était une promesse. La promesse que c'était loin d'être terminé. Elle fut escortée de force à travers la cuisine animée, passant devant les visages choqués de ses collègues, et poussée sans ménagement par une porte de service dans une ruelle froide et humide de New York. La porte claqua derrière elle, le verrou s'enclenchant avec une finalité définitive. Elle resta là un moment, son mince uniforme ne faisant pas le poids contre le vent mordant, l'odeur des ordures et de la pluie emplissant ses poumons. Son sac à main, son téléphone, ses clés. Tout était encore à l'intérieur. Elle venait de sauver une entreprise d'une escroquerie de 500 millions d'euros, et tout ce qu'elle avait à en retirer était l'ombre menaçante d'un milliardaire ruiné et la possibilité très réelle qu'elle venait de détruire sa propre vie. Seule dans la ruelle, l'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par une peur profonde et viscérale. Que avait-elle fait? La réponse se trouvait 4 ans en arrière, dans une petite maison en bois traditionnelle à Kyoto. Anissa avait été la star du programme d'échange de son université. Sa maîtrise du japonais était si naturelle qu'elle en rêvait souvent. Elle avait vécu dans une famille d'accueil, les Nakamura, qui la traitaient comme leur propre fille. Monsieur Nakamura était un maître calligraphe et il lui avait enseigné l'art de l'écrit, la nuance et l'âme derrière chaque caractère kanji. Un seul trait, Anissa, disait-il, son pinceau en suspens au-dessus du délicat papier de riz, peut changer le sens de tout. Il peut transformer une promesse en mensonge. Sa vie à l'époque était un rêve ensoleillé. Son avenir était brillant, avec des offres d'agences de traduction de premier plan qui commençaient déjà à arriver. Puis vint l'appel de la maison. L'entreprise de fourniture de construction de son père, une entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains pendant 30 ans, avait fait faillite. Un grand promoteur, un homme à la langue bien pendue, au sourire éclatant et au contrat en béton, l'avait attiré dans un projet colossal, pour ensuite l'enterrer sous des clauses modifiées et des délais impossibles, le forçant à la faillite, puis rachetant ses actifs pour une bouchée de pain. Le stress avait provoqué une crise cardiaque. Son père avait survécu, mais son esprit et les finances de leur famille étaient brisés. Anissa avait abandonné ses rêves et était rentrée chez elle. La jeune fille qui débattait autrefois de politique internationale dans un japonais courant se retrouvait à débarrasser les assiettes pour des hommes qui ne daignaient même pas la regarder dans les yeux. Le fantôme de Kyoto, de la vie qu'elle était censée avoir, la hantait à chaque service, jusqu'à ce soir. Debout dans cette ruelle, frissonnante, Anissa comprit enfin la leçon de Monsieur Nakamura. Quelques coups de crayon sur une page, une promesse transformée en mensonge. Ce soir, c'est elle qui l'avait vu, et elle avait parlé. Le fantôme de la ruine de son père lui avait donné le courage, et le fantôme de Kyoto lui avait donné les mots. Elle n'avait aucune idée de ce dont Dominique Sterling était capable, mais alors qu'elle s'enlaçait pour se réchauffer, une petite étincelle de défi s'alluma en elle. Elle n'était plus seulement une serveuse. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon de désorientation et de peur. Après une marche humiliante jusqu'à l'appartement d'une amie pour emprunter un téléphone et appeler sa colocataire, Anissa retourna enfin à son minuscule appartement sans ascenseur de Brooklyn. Le sommeil était impossible. Chaque grincement du vieil immeuble, chaque sirène au loin, lui envoyait une décharge de panique. Le visage de Dominique Sterling, déformé par la rage, était gravé dans sa mémoire. Le lendemain après-midi, son téléphone vibra. C'était un SMS de son ancien directeur au compas doré. Vos effets personnels sont dans une boîte à l'entrée de service. Ne revenez pas à l'intérieur. Ne contactez plus personne ici. Un deuxième SMS suivit. C'était une notification d'une agence de presse pour une alerte info. L'accord Oran Innovation et Tanaka Corp rencontrent un obstacle imprévu. Sterling cite des malentendus culturels. Malentendus culturels. Le jargon d'entreprise était si fade, si stérile, que ça lui donnait la nausée. Ils essayaient d'enterrer l'affaire, de l'étouffer.
Mais l'accord était en suspens, pas mort. Sterling se battait encore, ce qui signifiait qu'il la considérait toujours comme une menace. 2 jours plus tard, on frappa à la porte de son appartement. Ce n'était ni la police, ni un huissier. C'était un homme qui semblait avoir été sculpté dans du granit poli et de la laine peignée. Il avait la quarantaine avancée, des tempes grisonnantes, un costume impeccablement taillé et un mince sourire exsangue. « Mademoiselle Martin, dit-il, sa voix aussi lisse et froide que des galets de rivière. Mon nom est Guillaume Dubois. Je suis un avocat représentant Monsieur Sterling. Lusang Dienessa Essi Glocka. C'était l'homme que Sterling avait appelé, le nettoyeur. Je n'ai rien à vous dire. Elle essaya de fermer la porte, mais il y inséra une chaussure en cuir poli, la bloquant. Je pense que si, dit Dubois, son sourire ne faiblissant jamais. Il ne poussait pas, mais la pression silencieuse était plus menaçante qu'une bousculade. Puis-je entrer? Il serait dommage de discuter de votre avenir sur un palier public. À contre-cœur, elle le laissa entrer. Il examina son petit appartement encombré avec un air de léger dédain avant de s'installer sur son canapé usé comme s'il risquait de le contaminer. Soyens directs, Mademoiselle Martin. Vous avez créé un inconvénient important pour mon client. Un inconvénient très coûteux. Votre client est un menteur et un voleur, rétorqua Anissa, sa peur la rendant audacieuse. Dubois gloussa, un son sec et sans humour. Sémantique. Dans notre monde, cela s'appelle une négociation agressive. Vous, en revanche, vous êtes livré à ce qui pourrait être interprété comme une ingérence délictuelle, sans parler de la violation d'une douzaine de clauses de confidentialité dans votre contrat de travail. Je n'ai pas de contrat qui dit que je dois laisser votre patron voler les gens en toute impunité. C'est là que vous vous trompez, dit Dubois en se penchant en avant. Vous n'avez aucune plateforme, aucune crédibilité. Vous êtes une serveuse. Il est Dominique Sterling. Qui pensez-vous que le monde croira? Il peut passer les 10 prochaines années à vous ensevelir sous les litiges. Vous serez en faillite avant la première déposition. Votre nom sera traîné dans la boue. Chaque futur employeur vous verra comme une faiseuse de troubles, un risque. Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Vous serez inemployable, une paria. La menace était claire, et elle était terrifiante de réalisme. Tout ce qu'il disait était vrai. Ou bien, continua Dubois, sa voix s'adoucissant, nous pouvons faire disparaître tout cela. Monsieur Sterling est un homme généreux. Il reconnaît que tout cela n'était qu'un malentendu, le résultat de votre idéalisme juvénile. Il posa une épaisse enveloppe Kraft sur sa table basse. À l'intérieur se trouve un accord de départ et un chèque de banque de 250 000 euros. Anissa fixa l'enveloppe. $250 000. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Cela pourrait tout résoudre. Payer les dettes médicales restantes de sa famille, la sortir de cet appartement cage à chaussures, lui permettre de terminer ses études. C'était un billet de retour vers la vie qui lui avait été volé. Tout ce qu'elle avait à faire était de signer un bout de papier. Un accord de non-divulgation, une rétractation de sa déclaration, une promesse de disparaître. L'accord stipule simplement que vous avez mal lu le document, expliqua calmement Dubois. Que vous vous êtes trompé et que vous regrettez la confusion que vous avez causée. Vous le signez, vous prenez l'argent, et vous ne parlez plus jamais de ça. Vous pouvez repartir à zéro. Une ardoise vierge. Elle regarda l'enveloppe, puis les yeux froids et expectatifs de Guillaume Dubois. Elle pensa au visage défait de son père. Elle pensa à l'inclinaison respectueuse de Monsieur Tanaka. Accepter cet argent serait une trahison pour les deux. Cela signifierait que Sterling avait raison, que tout le monde et tout avait un prix. Cela signifierait que son intégrité, la seule chose qu'il ne pouvait pas lui prendre, était à vendre. Lentement, délibérément, elle fit glisser l'enveloppe sur la table. Non. Le sourire de Dubois disparut enfin. Le masque de civilité tomba, révélant le prédateur en dessous. Vous faites une grave erreur, mademoiselle Martin. $250 000, c'est la carotte. Je vous assure que vous ne voulez pas voir le bâton. Sortez de mon appartement. Il se leva, ajustant sa cravate. Très bien. Nous n'avons plus rien à nous dire. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Un conseil. Regardez où vous mettez les pieds. New York est une ville dangereuse. Des accidents arrivent tous les jours. La porte se referma, laissant Anissa seule dans le silence. La menace flottait dans l'air comme un poison. Il ne s'agissait plus seulement de son travail ou de sa réputation. Sterling jouait pour de vrai. La peur était de retour, plus froide et plus aiguë qu'avant, mais maintenant elle était mêlée à autre chose, une colère juste et brûlante. Elle devait se battre. Mais Dubois avait raison. Elle était une serveuse. Elle n'avait ni argent, ni pouvoir, ni plateforme.
Sterling et son armée d'avocats l'écraseraient. Elle avait besoin d'un allié, quelqu'un qui n'avait pas peur des hommes comme Dominique Sterling, quelqu'un dont toute la profession était dédiée à les faire tomber. Son esprit parcourut les articles de presse qu'elle avait lus sur Sterling au fil des ans. La plupart étaient des articles élogieux sur son génie, mais elle se souvint d'un, quelques années plus tôt, une enquête approfondie et critique sur le financement initial d'Ouran, remettant en question leurs affirmations environnementales. C'était une voix discordante dans un chœur de louanges. Le nom du journaliste lui était resté en mémoire à l'époque, impressionné par la ténacité de l'auteur. Robert Shen, un journaliste d'investigation pour le Chroniqueur de New York. C'était un pari risqué. Il était probablement inondé de tuyaux et d'histoires farfelues tous les jours. Pourquoi l'écouterait-il, elle? Mais c'était la seule chance qu'elle avait. Avec des mains tremblantes, elle trouva son ordinateur portable, ouvrit un moteur de recherche et commença à creuser. Elle devait le trouver. Elle devait le faire croire en elle. Sa vie pourrait bien en dépendre. Trouver Robbie Shen ne fut pas difficile. Son adresse email professionnelle était listée sur le site web du Chroniqueur de New York. Le plus difficile fut de rédiger un message qui ne ressemblerait pas aux divagations d'une folle. Elle passa 2 heures à écrire et réécrire un email court et concis. Sujet: tuyau urgent concernant Dominique Sterling et Ouran Innovation. Monsieur Chen, J.M. Appel Martin. Je suis la raison pour laquelle l'accord Ouran, Tanaka Corp a été interrompu. J'ai des informations de première main sur des clauses frauduleuses dans le contrat. Dominique Sterling essaie de me faire taire. J'ai lu votre article de 2022 sur les rapports d'impact environnemental douteux d'Ouran et je crois que vous êtes la seule personne qui prendra cela au sérieux. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Anissa Martin. Elle appuya sur « Envoyer », le cœur battant. La réponse, se dit-elle, prendrait des jours. Si elle venait. Elle arriva en 17 minutes. De robert.chen@lechroniqueur.com. Sujet: tuyau urgent concernant Dominique Sterling et Ouran Innovation. Où et quand? Ils se rencontrèrent le lendemain matin dans un café bruyant et quelconque de LS Kitchen, loin des tours polies de Midtown. Robbie Shen ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Il avait moins l'air d'un journaliste d'investigation percutant que d'un étudiant en thèse perpétuellement épuisé. Il était mince, avec des lunettes qui glissaient constamment sur son nez et une tignasse de cheveux noirs qui donnait l'impression qu'il les avait tirés toute la nuit. Il sirotait un grand café noir comme si c'était un système de survie. « Mademoiselle Martin, dit-il, sans s'embarrasser de politesse. Vous avez fait de grosses affirmations dans votre email. Racontez-moi tout depuis le début, et n'omettez rien. » Son ton était sceptique, à la limite du dédaigné. Anissa réalisa qu'il la testait, attendant que son histoire s'effondre. Elle prit une profonde inspiration et commença. Elle raconta chaque détail du dîner au compas doré, l'atmosphère, le discours de Sterling, la formulation exacte de la clause qu'elle avait lue, la réaction de M. Tanaka, l'explosion de violence de Sterling et son expulsion dans la ruelle. Puis elle lui parla de Guillaume Dubois, de sa visite, de l'offre de 250 000 €, des menaces voilées. Pendant qu'elle parlait, elle observait le visage de Robbie. Il écoutait, mais son expression restait indéchiffrable. Il ne prit pas une seule note. Quand elle eut fini, il prit une longue gorgée de son café. « D'accord, dit-il. Donc, si je comprends bien, vous, une serveuse, parlez couramment le japonais juridique, vous vous trouvez dans la pièce pour un accord d'1 demi-milliard d'euros, et vous repérez une clause empoisonnée que tout le monde a manqué. »« Oui, » dit Anissa, sa voix ferme. « C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, l'avocat principal de Sterling, Guillaume Dubois, et croyez-moi, je sais qui il est, vous a personnellement rendu visite pour vous offrir 250 000 en argent du silence, ce que vous, une personne qui gagne probablement moins de 40 000 € par an, avez refusé par pure bonté de cœur. »« Je ne l'ai pas fait gratuitement, » rétorqua Anissa, un éclair de colère perçant sa peur. « Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Mon père a été ruiné par un homme comme Sterling. » Robbie se pencha en arrière, joignant ses doigts. « C'est une belle histoire. Une histoire digne d'Hollywood. Mais ce n'est que ça, une histoire. Vous n'avez aucune preuve. Aucun enregistrement de l'offre de Dubois. Aucune copie du contrat. C'est votre parole. La parole d'une serveuse renvoyée contre celle d'un milliardaire de la tech adulé et de toute son équipe juridique. Je ne peux pas publier un article basé sur ça. » Le désespoir griffa la gorge d'Anissa. « Mais c'est vrai. Chakamoti. La vérité ne suffit pas, » dit Robbie, sa voix teintée de la lassitude de 1000 pistes infructueuses. Il faut des preuves. Des preuves tangibles, indéniables, documentées. Sans cela, je ne fais qu'imprimer de la diffamation, et Sterling possédera ce journal avant que l'encre ne soit sèche. Il commença à rassembler ses affaires.
Je suis désolé, mademoiselle Martin. Je crois que vous croyez ce que vous dites, mais je ne peux pas vous aider. Il la congédiait. Après tout ça, il allait simplement s'en aller. La panique la saisit. Attendez, s'écria-t-elle, sa voix tranchante. Les kanjis. Je me souviens des kanjis. Robbie s'arrêta, un pied hors de la banquette. Il la regarda, une lueur d'intérêt dans ses yeux fatigués. De quoi parlez-vous? La clause d'indemnisation. C'était dense, mais il y avait un nom de société spécifique référencé. Ce n'était pas Oran. Elle ferma les yeux, visualisant le document, les traits élégants et complexes des caractères que M. Nakamura lui avait appris à apprécier. C'était quelque chose comme Kagemusha Holdings S.r.l. Elle griffonna les caractères sur une serviette en papier pour lui. Kagemusha. Ça signifie guerrier de l'ombre en japonais, expliqua-t-elle. Un leurre ou un double. Je me souviens avoir pensé que c'était un nom étrange pour une société holding. Robbie fixa la serviette. Il sortit son téléphone et tapa le nom dans un moteur de recherche. Son attitude cynique commença à se fissurer, remplacée par l'intensité concentrée d'un prédateur flairant une piste. Kagemusha Holdings. S.A.R.L., murmura-t-il en faisant défiler. Enregistré dans le Delaware il y a 6 mois. Aucun dirigeant listé, juste un agent d'enregistrement. C'est une société fantôme, une société écran. Il leva les yeux vers Anissa, et pour la première fois, elle vit une lueur de conviction dans ses yeux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Une serveuse lambda n'inventerait pas le nom d'une société écran obscure et spécifique et sa traduction japonaise correcte. Ce n'est pas une preuve, dit Robbie, sa voix maintenant plus basse, plus conspiratrice. Mais c'est un fil. Un fil très intéressant. Si Sterling transférait la responsabilité du projet Helios, il devait la transférer à quelque chose. Si Kagemusha Holdings est ce quelque chose, et que nous pouvons le relier à lui. Il se rassit, son café oublié. Il sortit un petit bloc-notes et un stylo de sa veste. D'accord, Anissa, dit-il, et l'utilisation de son prénom sonna comme une victoire. Reprenons depuis le début. Racontez-moi tout à nouveau. Et cette fois, il cliqua sur son stylo. Je prends des notes. Pendant les 2 heures qui suivirent, le café s'effaça. Il n'y avait plus que deux, une serveuse renvoyée et un journaliste cynique, rassemblant les premiers fragments d'une conspiration. Anissa fournit la clé, le souvenir d'un seul mot. Robbie, avec ses années d'expérience dans l'enquête sur les malversations d'entreprise, savait quelle porte cette clé pourrait ouvrir. Il expliqua que le projet Helios était le fleuron de Sterling. Le cours de l'action d'Oran dépendait entièrement de son succès. S'il y avait un défaut fondamental dans le projet et que Sterling le savait, il aurait un mobile de 500 millions d'euros pour transférer la responsabilité à un investisseur peu méfiant avant que tout ne s'effondre. Kagemusha Holdings était le véhicule de cette dette toxique. C'est plus gros qu'un simple contrat frauduleux, dit Robbie, une excitation sombre dans la voix. C'est une fraude sur les valeurs mobilières, une tromperie criminelle massive. Si nous pouvons prouver cela, nous pouvons réduire tout son empire en cendres. Il la regarda, son expression sérieuse. Mais je dois être clair. Si nous faisons ça, si nous commençons à tirer sur ce fil, Sterling et ses hommes nous poursuivront. Pas seulement avec des avocats, mais avec tout ce qu'ils ont. Ils fouilleront dans votre vie, votre famille, votre passé. Ils essaieront de vous détruire, de vous discréditer. Êtes-vous prête pour ça? Anissa pensa aux yeux froids de Guillaume Dubois et à sa menace à peine voilée. Il la poursuivait déjà. Son seul choix était de se cacher ou de se battre. Je suis prête, dit-elle, sa voix ne faiblissant pas. Quel est notre premier mouvement? Robbie sourit, un vrai sourire sincère cette fois. Notre premier mouvement, dit-il en tapotant la serviette avec les caractères japonais, est de découvrir ce que notre guerrier de l'ombre cache. La chasse Kamenka. La salle de rédaction de Robbie au chroniqueur devint leur salle de guerre, un espace encombré sentant le café rassis et le vieux papier qui semblait plus sûr que l'appartement d'Anissa. Robbie activait ses sources, plongeant dans le monde labyrinthique des enregistrements d'entreprises et des déclarations financières. Anissa, quant à elle, devint son arme secrète. Ses compétences linguistiques et sa mémoire. Eidétique des détails du contrat étaient inestimables. Leur première cible était Kagemusha Holdings S.A.R.L. Comme Robbie l'avait découvert, c'était une société écran du Delaware, ce qui rendait la traçabilité de ses propriétaires notoirement difficile. C'est une boîte noire, expliqua Robbie, montrant un diagramme complexe qu'il avait dessiné sur un tableau blanc. La loi du Delaware permet un anonymat quasi total. Mais quelqu'un a dû déposer les documents. Quelqu'un a dû payer les frais d'enregistrement. Il y a toujours une trace. Elle est juste faible. Il passa des jours au téléphone,
demandant des faveurs à de vieux contacts, de parajuristes désabusés à d'anciens régulateurs amers. La piste initiale mena à un cabinet de services aux entreprises à Wilmington, une société qui existait uniquement pour agir en tant qu'agent enregistré pour des milliers de sociétés écrans de ce type. C'était une impasse. La frustration commença à s'installer. Anissa sentit une angoisse croissante. Et si tout cela n'était pour rien? Et si Sterling était trop malin, ses traces trop bien couvertes? La menace de Guillaume Dubois résonnait dans son esprit. Chaque fois qu'elle marchait dans la rue, elle se surprenait à regarder par-dessus son épaule. Un soir, en épluchant les rapports trimestriels d'Ouran, des documents denses et abrutissants qu'Anissa aidait à recouper, elle remarqua une note de bas de page. Elle mentionnait des honoraires de consultation unique de 2,25 millions d'euros versés à une entité nommée Argent Advisory Group pour des études géologiques et une évaluation des risques liés au projet Helios. « Robbie, regarde ça », dit-elle en pointant la ligne. « Argent Advisory. Ce nom te dit quelque chose ?» Les yeux de Robbie s'illuminèrent. Argent, comme dans Sterling. Dominique est un égocentrique. C'est exactement le genre de nom faussement intelligent qu'il trouverait. Il commença à taper furieusement. Argent Advisory Group. Enregistré au Nevada, le même état que le projet Helios. Voyons qui sont les dirigeants. Quelques clics plus tard, un nom apparut à l'écran. L'unique associé directeur d'Argent Advisory Group était répertorié comme étant Guillaume Dubois. Bingo, murmura Robbie. Sterling utilise le propre cabinet de son avocat pour se verser des honoraires de consultation depuis sa propre entreprise. C'est un moyen classique de siphonner de l'argent. Mais pourquoi? Quel risque évaluait-il? C'était leur premier lien concret, leur première preuve tangible reliant le cercle restreint de Sterling à une transaction financière douteuse liée au projet. C'était la fissure dans le barrage. Leur attention se déplaça des registres d'entreprise au projet Helios lui-même. Sur le papier, c'était une merveille, un vaste parc solaire dans le désert du Nevada utilisant une technologie révolutionnaire de stockage par sel fondu qui promettait de l'énergie 24H en 24 et 7G7. Mais l'article initial de Robbie avait déjà soulevé des questions sur son efficacité. Maintenant, il devait savoir ce qui se passait réellement sur le terrain. Robbie trouva un ancien ingénieur mécontent qui avait travaillé sur le projet, un homme nommé François Muller, qui avait été licencié pour insubordination. Après une série de mails cryptés, François accepta un appel vidéo. Son visage était pixelisé et sa voix déformée. « Le projet est un fiasco », crépita la voix déformée de François à travers le haut-parleur. « La technologie de stockage, elle n'a jamais fonctionné comme prévu. Le sel cristallise à des températures plus basses que prévues. Nous avons eu des brèches de confinement, une corrosion massive. Les coûts de maintenance sont astronomiques. C'est un gouffre financier, pas une centrale électrique. »« Pouvez-vous le prouver ?» demanda Robbie, le cœur battant. « J'ai signé tellement d'accords de confidentialité que je ne peux même pas éternuer sans me faire poursuivre, » dit François. « Mais il se pourrait que j'ai gardé des copies de certains rapports d'avancement interne, ceux d'avant que le marketing ne mette la main dessus et ne transforme le plomb en or. Pour ma propre protection. » Obtenir ces rapports était risqué. François était terrifié, convaincu que les hommes de Sterling le surveillaient. Après une négociation tendue, il accepta de laisser une clé USB cachée dans un lieu de dépôt mort préarrangé à Las Vegas. « Je ne peux pas y aller, » dit Robbie d'un ton sombre. « Je suis connu. Si Sterling a des détectives privés qui me surveillent, ils me suivront jusqu'à Vegas et effraieront François. Nous perdrions notre seule source interne. » I'll regard Anissa. Il cherche un journaliste. Il ne cherche pas une serveuse. L'idée était terrifiante, mais Anissa savait qu'il avait raison. Elle était anonyme. Elle pouvait prendre l'avion pour Vegas, louer une voiture et récupérer la clé sans éveiller les soupçons. 2 jours plus tard, elle conduisait une Hyundai de location à travers la chaleur scintillante du désert du Nevada. Suivant les instructions énigmatiques de François, elle trouva une station-service abandonnée et poussiéreuse sur un tronçon d'autoroute isolé. Collée sous un vieux pneu rouillé derrière la station se trouvait une petite enveloppe unie. À l'intérieur, la clé USB. De retour dans sa chambre de motel bon marché, elle brancha la clé sur son ordinateur portable, les mains tremblantes. C'était une mine d'or. Des dizaines de rapports internes, de mets et de relevés techniques, tous détaillant les défaillances catastrophiques que François avait décrites. Ils avaient délibérément falsifié leurs rapports publics aux actionnaires et aux investisseurs. Le projet Helios n'était pas seulement sous-performant, c'était une fraude complète et totale. Les 500 millions d'euros de Tanaka Corp n'étaient pas pour l'expansion. C'était une injection de liquidités désespérée pour combler les trous financiers, et plus important encore, pour transférer la bombe à retardement de la responsabilité avant qu'elle n'explose.
Kagemusha Holdings était l'entité juridique qu'ils avaient créée pour détenir secrètement toute la dette toxique du projet. Le plan était que Tanaka Corp assume la responsabilité de Kagemusha dans les petits caractères, pensant qu'il traitait directement avec Ouran. Anissa a immédiatement chiffré les fichiers et les a envoyés à Robbie. Sa réponse est arrivée quelques instants plus tard. On le tient. Nous avons le mobile, la méthode et la preuve. Sterling est fini. Une vague de soulagement l'envahit, si puissante qu'elle faillit la faire tomber à genoux. Il l'avait fait, mais son soulagement fut de courte durée. Alors qu'elle faisait ses valises pour partir à l'aéroport, on frappa sèchement à la porte de sa chambre de motel. Elle se figea. Il était tard. Elle n'attendait personne. Service de chambre, lança une voix d'homme. Il était presque 23 heures. Le service de chambre ne viendrait pas à cette heure. Elle se glissa jusqu'au Judas et regarda. Sun Sang Asiglaka. Dans le couloir ne se tenait pas un employé de motel. C'était un grand homme au visage de pierre dans un costume sombre. Et juste derrière lui, elle pouvait voir la silhouette d'un deuxième homme. Il n'était pas là pour nettoyer la chambre. Il savait qu'elle était là. Il l'avait suivie. Une panique, froide et absolue, s'empara d'Anissa. La porte fragile et sa serrure bon marché semblaient être du papier de soie face aux hommes qui attendaient dehors. Ils frappèrent de nouveau, plus fort cette fois. Mademoiselle Martin, nous savons que vous êtes là. Ouvrez la porte. Nous voulons juste parler. La voix était calme, raisonnable, et cela la rendait encore plus terrifiante. Ce n'était pas une attaque aléatoire. C'était ciblé. C'étaient les hommes de Sterling. Le bâton que Guillaume Dubois avait promis. Sun Esprit Assemble. La fenêtre. Elle donnait sur l'arrière du motel, un terrain poussiéreux rempli de benna. Ordures. C'était un bâtiment d'un étage, une chute de peut-être 2 ou 3 mètres. Elle attrapa son sac d'ordinateur, la clé USB originale toujours à l'intérieur, et son sac à main, et déverrouilla silencieusement la fenêtre. Elle s'ouvrit en grinçant. Mademoiselle Martin, ne rendez pas les choses difficiles, cria la voix, suivie du son d'une carte clé glissant dans la serrure. Il devait l'avoir obtenue à la réception. Elle n'hésita pas. Elle jeta ses sacs dehors, puis se glissa par l'ouverture, tombant maladroitement sur la terre battue en contrebas, s'écorchant les mains et les genoux. La serrure de sa porte s'ouvrit. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sprinta à travers le terrain sombre, sauta par-dessus une basse clôture en grillage et courut. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, sa seule direction étant loin du motel, vers la lueur lointaine du strip de Las Vegas. Elle trouva un casino ouvert 24h/24, se faufila dans des toilettes pour dames bondées et s'enferma dans une cabine, essayant de calmer sa respiration haletante. Elle tremblait de manière incontrôlable. Il l'avait trouvée. Comment l'avait-il trouvée? Le téléphone prépayé, un traceur sur la voiture de location. Peu importait. Le message était clair. Elle ne pouvait se cacher nulle part. Elle appela Robbie depuis un nouveau téléphone prépayé qu'elle acheta en liquide dans une boutique de souvenirs du casino. Ils m'ont trouvé, Robbie, murmura-t-elle, la voix tremblante. Ils étaient au motel. 2 d'entre eux. Il y eut une série de jurons à l'autre bout du fil. Anissa CAVA, où es-tu? Je suis en sécurité pour le moment. J'ai la clé, mais ils savent. Ils savent que nous avons la preuve. Alors nous devons agir maintenant, dit Robbie, sa voix tendue par l'urgence. Avant qu'ils ne puissent l'enterrer, ou nous enterrer. Sterling tient une conférence de presse demain matin à la Tour Ouran. Il va annoncer un nouvel accord restructuré avec un autre groupe d'investissement pour créer une guerre d'enchères et mettre la pression sur Tanaka. Il essaie de contrôler le récit. Nous allons le pirater. De quoi parles-tu? Je publie l'article ce soir, en ligne. Tout. La société écran, les rapports frauduleux, le témoignage de François. Il sera en ligne à 5 heures du matin, heure de l'Est. Au moment où Sterling montera sur ce podium, le monde saura que c'est un fraudeur. Et toi et moi, nous y serons. Y. Tu es fou. Ces hommes me cherchent activement. C'est l'endroit le plus sûr pour toi, rétorqua Robbie. En public, dans une salle pleine de caméras et de journalistes. Ils ne peuvent pas te toucher là-bas. Nous n'allons pas seulement l'exposer avec un article. Nous allons le confronter en face à face. Le plan était audacieux, téméraire et absolument terrifiant. C'était aussi leur seule option. Sterling les avait acculés. La seule issue était de charger droit devant. Anissa passa la nuit dans un bus pour Los Angeles, puis prit le premier vol de nuit pour JFK à New York, achetant son billet sous un autre nom avec de l'argent liquide. Elle atterrit alors que le soleil se levait sur le Queens, épuisée et fonctionnant à l'adrénaline pure. Elle retrouva Robbie devant le bâtiment du chroniqueur. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, mais ses yeux brillaient d'une lumière féroce.
C'est en ligne, dit-il en lui montrant son téléphone. Le titre était brutal. Ouran Bogu. Une enquête révèle que l'empire de l'énergie verte du milliardaire Dominique Sterling est un château de cartes d'un demi-milliard d'euros. L'article explosait en ligne. Au moment où ils prirent un taxi pour Midtown, c'était le sujet le plus discuté sur Twitter. Ils entrèrent dans le hall caverneux et étincelant de la tour Ouran. Ils grouillaient de journalistes et d'équipes de tournage, tous bourdonnant à propos de l'article explosif. Personne ne prêta attention aux journalistes à l'air fatigué et à la jeune femme dans une robe simple et quelconque. Ils étaient invisibles dans le chaos qu'ils avaient créé. La conférence de presse se tenait dans un grand auditorium. Ils trouvèrent 2 sièges au fond alors que la salle se remplissait. Le cœur d'Anissa était un marteau-pilon contre ses côtes. Puis elle les vit. De l'autre côté de la salle, près de la scène, se tenait Guillaume Dubois, le visage comme un nuage d'orage, et flanquant les sorties se trouvaient les 2 hommes du motel au Nevada. Ils balayaient la foule du regard, leurs yeux comme des projecteurs. Quelques minutes plus tard, un murmure parcourut la salle. De l'autre côté de l'auditorium, une petite délégation discrète était conduite à une rangée de sièges réservés. C'était M. Kenji Tanaka et ses 2 associés. Ils étaient revenus à New York. Robbie devait les avoir prévenus. Le visage de Tanaka était illisible, mais sa présence était une déclaration. Il était là pour assister aux retombées. Les Lumières s'éteignirent. Un silence tomba sur la foule. Et puis Dominique Sterling monta sur scène. Il était impeccable dans un costume sombre et sur mesure, son célèbre sourire fermement en place. Mais Anissa pouvait voir la tension dans sa mâchoire, la légère lueur de sueur sur son front. C'était un artiste, et c'était la performance de sa vie. I had to put le microphone. Bonjour, commença-t-il, sa voix toujours aussi douce. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs non fondées qui circulent ce matin, basées sur une œuvre de fiction journalistique, mais je suis ici pour parler de l'avenir. Il se lança dans son discours, une masterclass de déviation et de communication d'entreprise. Il ne mentionna jamais l'article du chroniqueur par son nom, mais il rejeta ses sources anonymes et ses données mal interprétées. Il parlait de vision, the innovation, de changer le monde. Il essayait de s'en tirer au bluff, d'utiliser son immense charisme pour faire passer la vérité elle-même pour un mensonge. Les journalistes criaient déjà des questions, mais il les ignorait. Et je suis ravi d'annoncer, dit-il en élevant la voix, que nous avons obtenu une nouvelle ronde de financement de premier plan. C'est à ce moment que Robbie se leva. Monsieur Sterling, cria-t-il, sa voix tranchant dans la salle. Robert Chen, du chroniqueur de New York. Est-il vrai que le projet Helios a connu plus d'une douzaine de brèches de confinement dues à la cristallisation du sel, a fait que vous avez délibérément omis de vos déclarations à l'AMF? La salle explosa. Le sourire de Sterling S. crispa. Nous ne répondons pas aux allégations sans fondement de journaux en faillite. Alors peut-être répondrez-vous à une source primaire, cria Robbie en retour. Il regarda Anissa et hocha la tête. C'était le moment. Ses jambes semblaient être en plomb, mais elle se força à se lever. Toutes les caméras de la salle pivotèrent vers elle. Les hommes aux sorties se tendirent, mais ils ne pouvaient pas faire un geste devant des centaines de témoins. Sterling la fixa. Pendant une fraction de seconde, son masque de sang-froid glissa, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et de fureur. Il ne pouvait pas croire qu'elle aurait l'audace de se montrer ici. Monsieur Sterling, dit Anissa, sa voix tremblante mais claire. Elle n'avait pas besoin de microphone. Le silence dans la salle était absolu. Mon nom est Anissa Martin. Nous nous sommes rencontrés au compas doré. Elle laissa cela flotter dans l'air un instant, puis tourna son regard vers Monsieur Tanaka. Elle inclina respectueusement la tête puis commença à parler dans un japonais fluide et puissant. Monsieur Tanaka, cet homme ne vous a pas seulement menti, il a essayé de me soudoyer et il a menacé ma vie. Elle leva une petite clé USB, une copie de celle du Nevada. Voici la preuve. Ses propres rapports internes montrant que le projet Helios est un échec. Un souffle parcourut la délégation japonaise. Monsieur Tanaka se leva lentement, ses yeux fixés sur Sterling. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant le jugement silencieux et dévastateur sur son visage. Dominique Sterling se tenait figé sur la scène, le projecteur braqué sur lui. Son sourire avait disparu, remplacé par l'expression pâle et hébétée d'un homme qui venait de voir son monde entier partir en fumée autour de lui, en direct à la télévision. Le roi était nu, son empire exposé comme une fraude, non pas par une société rivale ou une agence gouvernementale, mais par une serveuse qu'il avait jugée invisible. Le piège s'était refermé, et c'est lui qui était pris à l'intérieur. La conférence de presse a sombré dans le chaos alors que les journalistes se sont précipités vers la scène, criant des questions à un Dominique Sterling abasourdi. Des agents fédéraux de l'AMF et du FBI,
qui avaient clairement été alertés par l'article de Robbie, sont entrés dans l'auditorium. Ils se sont dirigés calmement et efficacement vers la scène. La confrontation fut brève et discrète. Ils ont montré un mandat à Sterling, et le visionnaire milliardaire, l'homme des couvertures de magazines, a été calmement escorté hors de la scène par une porte latérale. Son visage un masque pâle de ruine. Les caméras ont tout filmé. Guillaume Dubois a été intercepté et arrêté près d'une sortie, son sang-froid se fissurant finalement alors qu'on lui lisait ses droits. Dans la tempête qui s'ensuivit, Anissa et Robbie se sont éclipsés par une entrée arrière. L'air frais de la ville semblait incroyablement pur. L'adrénaline qui avait soutenu Anissa pendant des jours a commencé à se dissiper, laissant place à une profonde fatigue jusqu'aux os. C'était fini. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. La chute d'Ouran Innovation a été rapide et spectaculaire. Son action s'est effondrée à zéro et a été retirée de la cote. Les révélations des papiers Helios, comme les médias ont surnommé le contenu de la clé OSB, ont déclenché de multiples enquêtes. Les poursuites judiciaires des actionnaires qui avaient été dupés pendant des années se sont accumulées. Dominique Sterling, faisant face à des accusations de fraude sur les valeurs mobilières, de fraude électronique et de complot, a été libéré sous une caution historique. Ses avoirs gelés, son empire démantelé. Anissa est devenue une célébrité malgré elle. Son visage était partout. Les médias se bousculaient pour des interviews, lui offrant d'énormes sommes d'argent. Elle les a toutes refusées. Dans son propre esprit, elle n'était ni une héroïne ni une lanceuse d'alerte. Elle était juste quelqu'un qui avait fait ce qui était juste, hantée par le souvenir de la perte de son père. Elle a donné son témoignage officiel au FBI, remettant la clé OSB originale et leur expliquant chaque détail dont elle se souvenait. Sa maîtrise du japonais et sa mémoire précise du contrat frauduleux ont fait d'elle le témoin vedette de l'accusation. Un mois après la conférence de presse, elle a reçu une lettre officielle sur du papier cartonné couleur crème, frappé du logo de la Tanaka Corporation. C'était une invitation personnelle de M. Kenji Tanaka à le rencontrer pour le thé à son hôtel. Elle y est allée, nerveuse et incertaine de ce à quoi s'attendre. Elle l'a trouvé non pas dans une salle de conférence étouffante, mais dans une suite tranquille surplombant Central Park. Il l'a accueillie avec une profonde et respectueuse inclination. « Mademoiselle Martin, dit-il en japonais. Une fois de plus, je vous exprime ma plus profonde gratitude. Votre courage a sauvé mon entreprise d'une erreur catastrophique. Mais plus que cela, votre intégrité a été une lumière dans une pièce très sombre. » Ils ont parlé pendant plus d'une heure. Il ne l'a pas interrogée sur l'enquête. Il lui a posé des questions sur elle, sur ses études à Kyoto, sa famille, ses rêves de devenir interprète. Une personne de votre caractère et de votre compétence ne devrait pas verser de l'eau pour des hommes comme Dominique Sterling, a-t-il dit. Finalement, il a fait glisser une carte de visite sur la table. La Tanaka Corporation étend ses opérations aux États-Unis. Nous avons besoin d'un agent de liaison, d'un consultant qui comprend à la fois les cultures et les langues américaines et japonaises au plus profond niveau. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir une confiance implicite. Le poste est à vous, si vous le souhaitez. Il a nommé un salaire qui a fait tourner la tête d'Anissa, mais ce sont ces mots suivants qui l'ont frappé au cœur. Votre rôle serait d'assurer la clarté et l'honnêteté dans toutes nos transactions interculturelles, a-t-il dit. Pour s'assurer qu'une promesse ne soit plus jamais transformée en mensonge. Nous avons besoin de quelqu'un pour garantir que nous sachions toujours exactement ce qui est écrit. Les larmes montèrent aux yeux d'Anissa. C'était plus qu'une offre d'emploi. C'était une restauration. C'était la vie qu'elle était censée avoir, la carrière dont elle avait rêvé, qui lui était rendue, non par hasard, mais gagnée par son propre courage. Elle accepta. Le procès de Dominique Sterling fut une sensation médiatique, mais il ne témoigna jamais. Face à la montagne de preuves contre lui, y compris les témoignages d'une douzaine d'anciens employés enhardis par le scandale, il a plaidé coupable en échange d'une peine de 15 ans dans une prison fédérale. Robbie Chen a remporté un prix Pulitzer pour son enquête, la plus haute distinction du journalisme. Son article est devenu un cas d'école en matière de responsabilité d'entreprise. Anissa Martin n'a plus jamais eu à servir un autre repas hors de prix. Elle a emménagé dans un appartement lumineux avec vue sur la ville, a aidé ses parents à atteindre enfin la sécurité financière et s'est réinscrite à l'université pour terminer sa maîtrise. Ses frais de scolarité entièrement payés par son nouvel employeur. Son travail avec la Tanaka Corporation l'a emmenée à travers le monde, des salles de conseil de Tokyo au bureau de Londres. Elle est devenue connue pour son intelligence vive, sa grâce linguistique et son intégrité inébranlable. Elle n'était plus un fantôme de Kyoto ou une serveuse invisible. Elle était un pont entre les mondes, une gardienne de la vérité. Parfois, tard dans la nuit, dans une chambre d'hôtel tranquille loin de chez elle, elle repensait à ce moment au compas doré, le pichet d'eau à la main,
son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle avait été confrontée à un choix, se taire et être en sécurité, ou parler et tout risquer. En choisissant de parler, elle n'avait pas seulement démasqué un criminel. Elle avait reconquis sa propre voix et, ce faisant, avait réécrit tout son avenir. Et elle savait, avec une certitude qui s'était installée au plus profond de son âme, qu'elle ferait le même choix encore et encore, à chaque fois. Ainsi, un mensonge d'un demi-milliard d'euros fut brisé par l'intégrité d'une jeune femme. L'histoire d'Anissa Martin est un puissant rappel qu'il n'est pas nécessaire d'être PDG ou politicien pour changer le monde. Parfois, il suffit d'avoir le courage de dire la vérité, même lorsque votre voix tremble. Cela montre que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans le caractère. Dans un monde rempli de Dominique Sterling qui comptent sur nous pour être trop intimidés ou trop distraits pour regarder de près, les actions d'Anissa nous mettent tous au défi de prêter attention, de faire confiance à nos instincts et de ne jamais sous-estimer l'impact qu'une seule voix courageuse peut avoir.